Alors ce soir, on est parti pour une thématique nouvelle. C'est la première fois que j'interviens sur ce thème du nord de Marseille. Vous avez vu, j'ai fait attention, je n'ai pas dit que j'allais intervenir sur les quartiers nord, mais sur le nord de Marseille. Et j'ai choisi ce terme pour une raison bien particulière. Aujourd'hui, quand on entend quartier nord, on pense de suite aux 14, 13, 14, 15, 16e arrondissement. Ceci dit, quand on travaille sur l'histoire de la ville et qu'on voit l'évolution, limiter le nord de la ville à ces quartiers-là me paraissait impossible. Dans la mesure où le développement du 2e, du 3e et d'une partie du 4e s'est fait conjointement au développement de certains de ces quartiers, qui, pour rappel, est une définition du nord de Marseille qui a été opérée, donc la définition en arrondissement, qui a été opérée à partir de 1946, puisqu'avant, on déterminait les zones de Marseille par quartier. On parlait, par exemple, du Merlan, on parlait de Verduron, ou de Sainte-Marguerite pour le sud, ou de Mazargues, mais il n'y avait pas d'arrondissement. C'est que depuis 1946 qu'on a cette délimitation. Alors, Marseille, aujourd'hui, c'est 24 000 hectares, donc c'est une carte qui nous montre à peu près son périmètre. Et donc, les quartiers dont on va parler, c'est une partie du 2e, le 3e, une partie du 4e, le 13e, le 14e, le 15e et le 16e arrondissement. Voilà, pour vous délimiter le périmètre dont on va parler ce soir. Au niveau de la chronologie, on va partir du XVIe siècle et on ira jusqu'au 20e, voire 21e pour à certains aspects. Je vais dérouler un fil chronologique tout au long de mon intervention. Je m'appuierai également, comme à l'accoutumée, sur de nombreuses images d'archives, des photos récentes, des photos issues de collectionneurs privés comme ceux de Thierry Masson que vous voyez régulièrement circuler sur la page Facebook et que je remercie, qui est dans la salle, des photos des archives municipales, des photos des archives départementales, différents fonds publics, des photos que j'ai pu prendre moi aussi au cours des reportages que j'ai réalisés sur des endroits des quartiers nord. Et d'ailleurs, l'idée qui est sous-jacente à mon propos, c'est de vous inciter à aller voir les richesses dont regorgent ces quartiers nord, à voir son patrimoine, mais également à comprendre en fait comment on est arrivé à la situation actuelle, comment on est parti, alors il n'y a pas trop de secret parce que je l'ai annoncé dans le titre, d'un paysage bastidaire, et on verra ce que recoupe le terme de Bastide, comment elle se définit, à un paysage où aujourd'hui on a énormément de cités qui ont été construites. L'idée dans mon intervention, c'est véritablement de suivre un fil rouge d'urbanisme. On va véritablement suivre le fil de l'urbanisation, du lotissement, en allant chercher les raisons de cette urbanisation et de ce lotissement dans des causes économiques, politiques et sociales, mais gardez bien en tête que le fil rouge, c'est vraiment le lotissement, l'urbanisation, comment on est arrivé à ce paysage actuel, puisque toujours, comme dans toutes les interventions, l'idée, c'est de comprendre comment Marseille s'est construite, comment elle a évolué, comment on est arrivé à la situation actuelle et pourquoi on a ce paysage aujourd'hui autour de nous. Voilà, c'est véritablement le point de vue que je vais suivre. Alors, comme à l'accoutumée, là, on part sur à peu près 1 heure d'intervention et qui sera suivi par un débat où vous pourrez intervenir, poser des questions, apporter des compléments d'information et donc prolonger ce que j'aurais commencé à ébaucher ici. J'attire enfin votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une synthèse, il s'agit d'un panorama. En 1 heure, je ne peux pas parler de chacun des quartiers qui composent les quartiers nord, ce n'est pas possible. Donc je vais prendre des cas pour illustrer mes propos, mais bien entendu, vu le nombre de noyaux villageois qu'il y a dans le nord, ce n'était pas possible en 1 heure de faire cette synthèse. Donc voyez ceci comme une synthèse, comme un panorama global de l'évolution générale des quartiers du nord de Marseille. Alors quand on parle du nord de Marseille au XVIe siècle, qu'est-ce qu'on entend ? Eh bien, on entend tout ce qui se trouve juste avant les remparts de la ville. La ville est assez petite, donc elle mesure 67 hectares, et le boulevard des Dames, que nous connaissons, se situait à la lisse des remparts. Donc le boulevard n'existait pas, mais il a été construit sur la lisse des remparts, donc au nord de la ville. Au-delà des murailles, nous ne sommes plus dans la ville, dans l'agglomération de Marseille. Nous sommes dans les faubourgs de Marseille. Et donc tout autour de Marseille, nous allons avoir une 50aine d'agglomérations, des noyaux villageois, des gros bourgs, qui vivent essentiellement, on va le voir, de l'agriculture, mais pas que. Et ces agglomérations, elles vont constituer véritablement les faubourgs de Marseille, des faubourgs qui vont rester à l'extérieur de la ville pendant
un bon moment, puisqu'on le voit sur cette carte de la fin du XVIIIe siècle, enfin, du début XIXe, on a encore un nord, où aujourd'hui, donc ici, on se trouverait du quartier côté de la Villette, le quartier, qui n'est pas urbanisé, qui est encore en dehors de la ville de Marseille, qui fait partie des faubourgs. Et ce n'est qu'à partir du milieu du XIXe siècle qu'on va assister à l'urbanisation et au lotissement des zones du nord de Marseille, et qui progressivement seront inclus dans le territoire de la ville, jusqu'à en faire partie, jusqu'à en être un ou plusieurs des arrondissements de la cité. Donc voilà pour le contexte en fait, de l'évolution donc, des faubourgs qui progressivement ont été intégrés au tissu urbain, comme ça a pu l'être d'ailleurs au sud de la ville ou à l'est. On est sur une ville qui va largement se développer au cours du temps et intégrer progressivement les différents noyaux villageois. Alors ces noyaux villageois, justement, en voici un petit échantillon. Donc le nord de Marseille est constitué d'énormément de noyaux, on peut le voir, très disparates, certains qui existent encore, La Viste, Saint-Louis, d'autres qui ont disparu, on en parlera au cours de cette intervention, qui ont disparu suite justement à leur urbanisation ou à l'urbanisation de la zone où ils se trouvaient. Et donc on a ces noyaux villageois qui peuplent, finalement, qui entourent le nord de Marseille. Alors ces noyaux villageois, comment ils se sont constitués ? Là, pour certains, ils sont assez anciens. On va trouver des traces d'habitat humain du côté de Verduron, par exemple, sous l'Antiquité, avec le fameux oppidum de Verduron qui est d'origine celto-ligure. On va trouver régulièrement, quand il y a des travaux, surtout au 19e, on en a beaucoup trouvé au cours du 19e, des vestiges, alors qu'on n'a pas toujours conservé, souvent c'était sur des propriétés privées, des vestiges, des pièces de monnaie, des restes qui témoignaient qu'il y avait eu un habitat, un peuplement dans le nord de la ville. Certains noyaux sont un peu plus récents, d'autres vont dater de la période médiévale et d'autres, on va le voir, sont encore plus récents, soit datent de la période moderne, donc 17e, 18e, voire ont été créés au cours du 19e siècle. Alors, j'ai choisi ce soir de vous parler du cas des Égalades, qui est un cas un peu particulier et qui est intéressant pour son patrimoine. Donc vous vous doutez bien que comme c'est une des clés d'entrée, je ne pouvais pas passer outre. Et donc j'ai choisi déjà de commencer par donc, vous parler du village des Égalades. Alors ce village, à la base, il n'existait pas et il a été créé quand les Carmes, donc qui est un ordre religieux, qui est arrivé en France au XIIIe siècle dans les valises de Louis IX, donc Louis IX c'est Saint-Louis, qui reviennent croisade avec eux. Donc les Carmes, qui est un ordre religieux qui est originaire d'Israël aujourd'hui, donc c'est le mont Carmel, donc d'où leur nom de Carmes, qui viennent s'installer à Marseille et qui vont s'installer dans des grottes, dans des cavités. Il faut savoir que tout autour de Marseille, on trouve énormément de lieux où on a des grottes, des cavités. C'est le cas dans le nord, donc, notamment aux Égalades. C'est le cas aussi dans le sud. Le quartier des Baumettes porte ce nom parce qu'on trouvait beaucoup de petites grottes. Une baume en provençal, c'est une grotte. Donc Baumettes, petite grotte. Et donc les Carmes qui vont fonder cet ermitage qui va devenir un lieu de culte et qui existe toujours. Donc pour vous le repérer, quand vous êtes sur l'A7 direction Aix-en-Provence, vous avez la Guillermie sur votre droite. Et si vous tournez la tête de l'autre côté, vous verrez les vestiges de l'ermitage qui ont été, comment dire, je ne trouve pas les mots en fait, c'est pas restauré, on leur a permis de tenir debout, voilà. Du coup, vous verrez ces vestiges sur le côté. Sauf que ces Carmes, elles vont se trouver à l'étroit et elles vont décider de se déplacer un peu plus bas et elles vont créer un monastère, enfin un couvent, autour de ce qui constitue aujourd'hui l'église des Égalades, puisque l'église que vous voyez ici a été construite sur l'église du couvent, puisque l'église du couvent a été reconstruite pour donner lieu à naissance à cette église, mais tout autour il y avait un couvent. Et tout autour du couvent, on va avoir des personnes qui vont venir vivre et un village qui va s'organiser. Donc on avait un vrai village aux Égalades. Donc ça c'est une photo du début du XXe siècle avec la rue principale qui existe toujours. Si vous descendez tout en bas, vous trouverez l'autoroute face à vous et sur la droite, vous remontez, vous aurez la Guillermie que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on a ce village des Égalades qui va finalement se créer, se développer et avec une présence importante, celle de Marie-Madeleine. Et alors
je me permets un petit aparté sur la présence de Marie-Madeleine à Marseille, parce qu'elle a pas mal marqué le territoire. En l'occurrence, dans l'église des Égalades, vous allez trouver une grotte dans laquelle Marie-Madeleine se serait arrêtée. Et donc, il y a une statue qui est donc un objet de vénération. À l'entrée du village, avant de passer sur la place de l'église, vous avez une fontaine. Sur cette fontaine, vous avez une représentation de Marie-Madeleine. Au-delà de ça, on a des traces religieuses dans le paysage alentour. Alors, je ne vais pas toutes vous les détailler, mais je vais vous donner un exemple. Le quartier de Sainte-Marthe, par exemple, devrait son nom au fait que Marthe, la sœur de Marie-Madeleine, soit passée et se soit reposée dans ce quartier, et que de fait, par dérivation, il y ait une chapelle qui se soit créée, qui porte ce nom, et finalement tout le quartier. Il faut savoir que souvent, ce sont les noms des paroisses qui ont donné le nom qu'on connaît aujourd'hui au quartier. C'est le cas, par exemple, à Saint-Jérôme, qui dérive donc de la paroisse qui s'appelait Saint-Jérôme, qui a été créée à cet emplacement. Alors, ces noyaux villageois, de quoi vivent-ils sous l'Ancien Régime, donc au XVIIe, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle? Eh bien, essentiellement de l'agriculture. On trouve énormément de champs autour, alors essentiellement de la vigne et de l'olivier, donc des cultures qui nécessitent peu d'eau, puisqu'on se trouve quand même dans une zone aride, il y a des choses qui n'ont pas changé, en l'occurrence. Et donc, du coup, on va avoir dans tout le nord de la ville, véritablement des cultures basées sur, entre autres, la vigne et l'olivier. L'autre élément qui fait vivre une petite partie, par contre, des habitants, c'est ce qu'on appelle le roulage. Donc, le roulage, c'est le transport logistique. Alors, je vous ai mis le cas de Saint-Antoine, qui a été connu donc, pour ça. Donc on voit le village tel qu'il était au début du XXe siècle, entouré finalement de campagnes agricoles et avec un cœur villageois. Et un cœur villageois où on va trouver des auberges dans lesquelles les transporteurs vont pouvoir s'arrêter et se ravitailler. Alors pourquoi Saint-Antoine? Eh bien, si on regarde cette carte, ce que vous voyez ici, c'est la voie royale qui permettait de sortir de Marseille direction notamment Aix ou le Nord, et donc le chemin qu'empruntaient toutes les personnes qui transportaient des marchandises. Et donc forcément, on était à une époque où il n'y avait pas de moteur, donc tout se faisait à bras d'homme ou avec des chevaux du moins, et il fallait bien s'arrêter pour que les bêtes et les hommes puissent se reposer, se restaurer. Et donc sur le chemin, on va avoir des auberges qui vont se créer, et souvent c'est autour de ces auberges qu'on va avoir des noyaux villageois qui vont se créer. C'est le cas par exemple des crottes, qui à la base... Alors, il y a plusieurs interprétations, mais une d'entre elles, qui a été retenue par Alfred Sorel, qui est un historien qui a travaillé au XIXe siècle, c'est qu'il y avait une auberge qui s'appelait les crottes, la crota. Donc, une crota, ça n'a aucune relation avec le mot, le sens qu'on peut lui donner aujourd'hui. Une crota, c'est aussi une cavité souterraine. Et donc, cette auberge portait ce nom-là, et par dérivation, on a donné le nom au quartier. Et ça aussi, c'est quelque chose qui se fait énormément à partir d'un lieu dit de nommer un quartier ou une rue. Vous l'avez peut-être lu, la rue d'Aubagne, parce qu'il y avait une auberge qui portait le nom du logis d'Aubagne. Le panier, parce qu'il y aurait une auberge avec une vierge au panier. Donc on a cette tradition, j'ai envie de dire, qui est continuée, qui est respectée dans le nord de Marseille. Et donc une population qui vit du roulage. C'est aussi un endroit où on vit de l'agriculture. Je vous l'ai montré avec les champs qui étaient autour. Et ce qui m'amène à vous parler des bastides. Ces fameuses bastides des quartiers nord qui en ont fait la splendeur et la renommée jusqu'au XIXe siècle, même jusqu'on va dire début du XXe pour certains coins. Ces bastides, qu'est-ce que c'est? Alors aujourd'hui, quand on pense bastide, on a une image d'Épinal en tête, qui est celle d'un petit château avec un grand parc paysager, autour duquel des riches Marseillais vont venir se reposer, passer l'été. C'est le cas, mais ça c'est plus ce qui se passait au cours de la fin du 19e, début 20e siècle. Jusqu'à cette période-là, par définition, une bastide, c'est un domaine agricole sur lequel on va trouver des métairies, des fermes, donc des champs, des pâturages, des prés, de l'élevage aussi, puisque au-delà de l'agriculture, de la culture de céréales ou d'olives, on va trouver aussi de l'élevage, donc de bêtes. Et ces bastides donc, se définissent comme des grandes propriétés agricoles, avec tout ce qu'il faut pour travailler, plus ce qu'on va appeler une maison de maître. Et donc, par définition, la bastide. Et la bastide, à la base, c'est donc ce domaine au centre duquel, on va dire entre guillemets, parce que ce n'est pas toujours au centre, mais trône
cette maison de maître. Et des maisons de maître, on va en retrouver énormément, puisque le nord de Marseille est rempli de domaines agricoles sous l'Ancien Régime. Pendant la peste, par exemple, ou encore les épidémies de choléra au 19e, c'est là que les riches marseillais sont allés se réfugier dans les domaines agricoles qu'ils possédaient à la campagne et qui, quelque part, s'autosuffisaient aussi. Donc j'ai choisi de vous en montrer quelques-unes de ces bastides et de vous parler un peu de leurs caractéristiques. Alors la première d'entre elles, ne la cherchez plus aujourd'hui, je vous montrerai les vestiges, mais donc c'est le château Falck qui se trouvait aux Égalades, donc un peu en contrebas de l'église, qui était un château qui aurait été construit donc au XVe siècle. Et ce bâtiment, il a été totalement rénové par l'architecte Jean-Baptiste Falck, qui est entre autres l'instigateur de l'avenue du Prado. Donc, c'est parfait pour nous, vu le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. Et donc Jean-Baptiste Falck aurait rénové cette bastide, il aurait accueilli des gens de culture, il y a Georges Sand, Chopin, qui sont passés notamment par ce château. Et il aménage un parc paysager avec, donc on voit des rocailles, mais également des cascades, des jets d'eau. Et alors, cette cascade, elle a comme particularité de subsister aujourd'hui. Vous la trouvez, vous pouvez y aller la voir. Elle se trouve au sein de l'association Les Arts de la Rue, dans le 15e, à côté de la Savonnerie du Midi. Et régulièrement, il y a des visites, des journées portes ouvertes qui permettent de se rendre à la cascade. Les vestiges du château que je viens de vous montrer, aujourd'hui, on n'a plus que cet ensemble, enfin, surtout celui-ci. Donc ça a été transformé en snack, mais en attendant, c'est un vestige du château Falck. L'autre élément que je voulais vous montrer, c'est le château des Égalades. Donc c'est un château qui a été complètement remanié suivant un style palladien, c'est-à-dire de musée, de palais vénitien, si vous préférez, au cours du 19e par le comte d'Estourmel. Et donc on voit quelque chose d'assez beau. Il y avait aussi un grand parc avec des bassins. Et aujourd'hui, il n'en reste plus que les écuries. Alors, je ne les ai pas visitées, j'ai pris une vue Google, clairement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le siège d'une société de travaux publics aujourd'hui. Et donc, elles ont comme particularité, c'est là où c'est intéressant, d'avoir été dessinées par Théodore Dupoux, qui est entre autres l'architecte de l'église que vous trouvez de l'autre côté de la rue, l'église du Sacré-Cœur. Autre bastide tout aussi flamboyante, le château Saint-Joseph, donc, qui a été bâti au XVIIIe siècle, vers 1740, qui s'appelait à la base la Granec, qui a été construite pour le comte de Villeneuve, qui était ambassadeur à Constantinople, et qui a été conçue par Balthazar Dreveton, à qui on doit aujourd'hui le couvent des Bernardines et l'église de Saint-Loup, entre autres. Et donc on voit un espèce de petit château qui est posé au milieu d'un parc, là pour le coup. C'était une bastide, donc il y avait aussi une exploitation agricole autour. Après la Révolution, donc, vous le savez, les biens des nobles ont été confisqués, revendus. C'est l'église, c'est des sœurs qui vont venir s'installer. Elles construiront la chapelle. C'est pour ça que ça peut surprendre quand on rentre dans la mairie, puisque c'est aujourd'hui la mairie du 13-14e. Quand on rentre, il y a une chapelle directement sur notre gauche. En fait, c'est l'héritage des sœurs. Qui plus est, après les sœurs, le diocèse a récupéré le lieu pour en faire un séminaire de préparation pour les prêtres. Et du coup, c'est pour ça que vous entendrez aussi souvent parler du grand séminaire pour désigner la mairie des 13e et 14e. Alors, on va faire un bond. On parlait de la mairie des 13e et 14e. Eh bien, on ne pouvait pas parler de la mairie des 15e et 16e. C'était évident qu'il fallait en parler aussi, parce que ce sont deux bastides, les bastides La Plane et Orinty. Donc, La Plane, une qui a été conçue au cours du 18e, l'autre au cours du 19e siècle. Donc, on voit des styles radicalement différents, beaucoup de sobriété. Et des bastides qui ont été intégrées au sein du parc François Billoux. Donc déjà, c'était la propriété des usines de sucre Saint-Louis qui se trouvent derrière. Et ensuite, elles ont été rachetées par la ville, sous la mandature de Gaston Defferre, et réaménagées en parc, ouvert par tranche à partir de 1978. Le parc François Billoux, au passage, il est magnifique. C'est un parc, c'est vraiment très joli. Ils ont préservé le côté industriel. Il y a aussi des grands espaces. Il y a les bastides, donc il y a encore des chemins. Vraiment, c'est un endroit que je vous incite à aller voir, tout comme d'ailleurs le parc de la mairie des 13e et 14e. Et pour cause, les grands domaines que je vous ai montrés auparavant, si vous ne les voyez plus, c'est parce qu'ils ont disparu lorsqu'on a ouvert l'autoroute Nord, donc le château Falck et le château des Égalades notamment. Donc ils ont été démolis parce qu'ils se trouvaient soit sur le tracé, soit très proches de l'autoroute et qu'en raison des travaux, on ne pouvait pas les conserver. Et donc on va voir justement qu'au cours du temps, il y a de nombreuses bastides qui ont été victimes en fait, de l'urbanisation des lieux.
Le troisième élément économique, donc on a parlé du roulage, on a parlé de l'agriculture, les quartiers nord vivaient aussi en partie de la pêche. On avait des petits ports de pêche le long de la côte, donc à l'exemple de l'Estac, qui a priori remonterait à l'époque médiévale, peut-être avant, on n'en a pas la preuve, ou de la Madragueville, qui elle a été créée au XVIIe siècle. Alors, il y avait aussi un autre port, qui est celui de l'Attaque. Ça vous dit rien, je suppose? Moi, je l'ai découvert quand j'ai travaillé sur ce quartier. J'avoue que j'étais surprise. Je vous en parlerai tout à l'heure. En attendant, pour la Madragueville, donc si l'Estac, lui, elle, est un petit village de pêcheurs qui va grossir plus ou moins avec le temps et qui a une activité de pêche plus ou moins importante, le port de la Madragueville, enfin, la Madragueville, elle est créée au XVIIe, quand le roi accorde à un riche Marseillais le droit de créer cette madrague. Alors qu'est-ce qu'une madrague? Une madrague, c'est un dispositif de pêche qui est constitué de plusieurs filets, 3 en général, comme 3 chambres, dans lequel le poisson va rentrer, et puis dans la dernière chambre, il ne pourra plus ressortir. C'est surtout utilisé pour pêcher le thon et le muge à Marseille. Et du coup, on a une madrague au nord, la Madragueville, et une madrague au sud, la madrague Montredon, qui est restée. Donc la madrague Montredon, elle existe toujours. La Madragueville, aujourd'hui, vous n'en entendrez plus parler que dans la toponymie, grâce au chemin de la Madragueville, qui est le dernier vestige finalement de cette madrague. Il y a aussi le silo qui en reste, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc du coup, on a quand même une zone qui vit donc de la pêche. Le premier grand bouleversement que la zone va connaître, que le nord de Marseille va connaître, c'est l'arrivée de l'eau du canal de Marseille. Alors vous allez me dire, pourquoi? Parce que dans ces zones qui étaient difficilement irrigables et irriguées, finalement, grâce à la création du canal de Marseille entre 1839 et 1849, qui va permettre d'aller puiser les eaux de la Durance via ce canal qui faisait à l'époque 83 km de long et qui descend jusqu'à Marseille, jusqu'au plateau Longchamp, où il a son arrivée, et bien, on va créer ce canal, puis des branches secondaires qui vont permettre d'irriguer abondamment le territoire. Et l'arrivée du canal de Marseille va être une révolution dans le nord de la ville, et pas que, au sud aussi. Des zones qui étaient arides vont être loties, et on va le voir comment. Des zones où on cultivait finalement des cultures entre guillemets sèches vont pouvoir devenir des zones maraîchères. C'est le cas par exemple à Château-Gombert, où la base de l'agriculture était vraiment la vigne et l'olivier, et grâce au canal de Marseille et aux dérivations, on va avoir une véritable ceinture verte qui va se créer dans ce quartier, avec un maraîchage qui existait il y a encore une trentaine, voire une quarantaine d'années, dans le quartier qui était encore très présente. Donc on a un développement et une transformation de l'agriculture. On a également des usines qui vont s'installer dans le coin, des usines qui avaient besoin d'eau, et donc du coup, elles trouvent la matière première. J'ai choisi de vous montrer donc cette usine de carrelage céramique à Saint-Antoine, qui, au début du XXe siècle, qui fait partie de ces petites usines qui vont commencer à s'implanter. On va avoir des minoteries aussi, pas mal, qui vont s'implanter dans le périmètre du canal. Et d'ailleurs, pas toujours pour le meilleur des habitants, parce que par exemple, elles vont souvent être vecteurs de pollution, et c'est le cas par exemple au Chute-la-Vie. Au Chute-la-Vie, il y a des entreprises qui vont s'installer dans le quartier, qui vont bénéficier de l'eau du canal, mais qui vont rejeter dans les cours d'eau leurs déchets et qui vont polluer les eaux, ce qui, en l'occurrence, va poser un problème d'alimentation en eau potable pour les habitants. Et en l'occurrence, au Chute-la-Vie, c'est ce qui motivera la création du TOR, que vous connaissez sous le nom du pavillon de partage des eaux, qui est derrière le palais Longchamp. Voilà. Autre changement. Pour ceux qui ont assisté au Café Histoire sur l'eau, je l'avais déjà évoqué, que le canal de Marseille a été vecteur en fait, de création de nouveaux quartiers. Pour le Café Histoire sur l'eau, j'avais choisi le cas de Vauban, donc dans le 7e. Ce soir, j'ai choisi de vous parler du Merlan. Alors, déjà au niveau de la toponymie, on va rétablir les choses. Ça ne vient pas du poisson. Le territoire aurait appartenu à un dénommé Merlan ou Morlan, et donc du coup, exactement Morlan, M-O-R-L-A-N, et donc par déformation, on en aurait fait le Merlan. C'est une des hypothèses qui est avancée par de nombreux historiens qui ont travaillé sur la toponymie marseillaise. Et donc ce Merlan, à la base, c'était une grande propriété qui appartenait à une grande campagne, et finalement, grâce à la création du bassin de rétention
qui va permettre de créer de la réserve d'eau pour Marseille, eh bien, on va avoir des industries s'implanter tout court et finalement créer de toutes pièces cette agglomération sur ces terres qui auparavant appartenaient donc à un seul propriétaire et donc qui en plus était à cheval entre Sainte-Marthe et Saint-Barthélemy. Donc là, on a un véritable quartier qui est créé, donc le Merlan. Donc on voit le bassin ici et donc une partie du village qui existe toujours. Donc d'ailleurs, si vous y allez, ce bâtiment-là, on peut toujours le voir. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver avec des usines perdues au milieu des champs, puisqu'on n'a pas encore des grands conglomérats d'usines quand le canal de Marseille arrive. Néanmoins, on en a quand même qui commencent à se créer de manière éparse. Et donc on voit des usines qui sont plantées dans le paysage avec des cultures agricoles qui continuent, qui se diversifient, qui s'intensifient même pour certaines. Et il y a un autre élément dont il faut parler pour aussi bien comprendre l'évolution du quartier nord, c'est ce qu'on appelle le foncier, donc la propriété terrestre. Auparavant, sous l'Ancien Régime, les domaines se transmettaient au premier à l'héritier principal, donc l'aîné en général, l'aîné qui récupérait le domaine, et puis les autres se partageaient les biens. Après la Révolution, avec le Code civil, avec toutes les réformes du droit, désormais les enfants héritent souvent à part égale d'un domaine. Et donc on va assister aussi au morcellement des domaines. Alors certains domaines sont morcelés et les enfants construisent sur leurs parcelles leurs biens, enfin leur maison, et d'autres sont vendus. Et en les vendant, du coup, ça libère énormément de parcelles qui vont être propices soit à l'installation de nouvelles installations agricoles, soit à la création d'usines, comme on a le cas de l'usine Artaud, donc qui était une distillerie qui se trouvait donc au niveau des Arnavaux. Et si j'ai choisi cette photo, c'est pour vous montrer quelque chose qui a résonné. Alors, si vous me suivez sur les réseaux, vous avez vu qu'il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le quartier des Acates. Alors, je le connaissais, mais j'ai découvert son histoire. Et en l'occurrence, ici, vous allez avoir le monastère de la Visitation. Donc les Sœurs de la Visitation qui se sont installées sur site vers 1848, qui ont construit le monastère vers 1860 et qui en sont partis dans les années en 1928. Donc le site a été rasé, il ne reste plus rien de ce couvent, et en fait elles sont parties pour s'installer aux Acates. Donc les sœurs que vous avez aujourd'hui aux Acates ne sont que les héritières des sœurs qui se trouvaient donc aux Arnavaux, qui ont fait, elles, le chemin inverse des usines, comme vous allez le voir. L'autre élément marquant pour comprendre l'histoire du nord de Marseille, c'est le port de commerce, l'ouverture du port de commerce et des bassins portuaires. Donc en 1853 s'ouvre à la navigation le tout premier bassin à la Joliette qui relègue le port initial qui a été le principal port de Marseille jusqu'en 1853 au rang de vieux port. C'est de cette date que date l'appellation vieux port. Et donc on a un port qui s'ouvre au bas de la cathédrale de la Major, avec pour projet de continuer à créer des bassins le long de la côte et surtout, et bien en parallèle, d'urbaniser les zones afférentes, la zone périportuaire. Et ça va véritablement marquer, au-delà de l'eau du canal qui avait déjà commencé à révolutionner l'urbanisation, mais le port de commerce, lui, il va encore plus donner cette coloration industrielle à la zone. Alors, déjà, la première des choses, c'est qu'on transforme le littoral pour pouvoir le créer, ce port de commerce. Donc des zones qui étaient auparavant des grandes plages, alors des étendues de sable, de rocailles, de rochers. Donc là, c'est un peu une vue idéalisée, mais on se trouve, donc du coup, on serait du côté des Crottes, avec le Lazaret d'Arinques ici, qu'on retrouve là. Et donc les bassins portuaires qui ont été créés en gagnant des mètres carrés sur la mer, donc on les a bétonnés. En fait, il y avait des grandes criques qu'on a bétonnées et qui ont permis de gagner des mètres carrés sur la mer de la surface utile pour le port de commerce. La place de la Joliette, par exemple, il y a 200 ans, vous n'auriez pas pu vous trouver en son centre, vous auriez été au milieu de l'eau. Et donc là, j'ai choisi de vous montrer Arinques, donc avec le Lazaret, constitué plus ou moins au niveau des docks aujourd'hui, et donc tous les bassins qui ont été comblés et créés. Et on va continuer. On va continuer tout le long de tout le long de la côte, à créer, juste pour finir ça, le dernier bassin, il a été créé, ouvert à la navigation en 1976. C'est le port industriel de pêche de Somati. Donc vous voyez, on a mis longtemps à créer le port de Marseille, et tout en le poussant davantage le long de la côte. Et donc, vous voyez le tracé initial de la côte,
et les infrastructures qui ont été gagnées sur la mer. Et donc on voit ici le bassin de l'Attaque. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, j'ai découvert en travaillant sur ces quartiers nord qu'il y avait eu un quartier de Marseille, donc qui se trouvait juste après Arinques, en fait, qui s'appelait l'Attaque. Il portait ce nom parce que, a priori, des Espagnols auraient tenté d'attaquer les lieux, et donc ils auraient laissé le mot attaque. Et en fait, c'était un petit port de pêche où il y avait des cabanons. Donc un cabanon, par définition, là encore, c'est pas le cabanon où on va faire le barbecue. Le cabanon, c'est un hangar de pêche où les pêcheurs mettaient leur matériel à la base. Ce n'est que plus tard, au cours du XXe siècle, que ça sera investi comme lieu de villégiature pour des personnes aux revenus modestes. Mais auparavant, par définition, un cabanon, c'est un cabanon de pêcheurs. Et c'est quand les pêcheurs les abandonneront pour aller chercher d'autres lieux de pêche qu'ils seront récupérés en villégiature. Donc, on a ce port de l'Attaque qui est victime et qui va disparaître avec la création du port de commerce. Mais pas que. Au-delà de la création des ports de commerce, tout le périmètre autour va être urbanisé. On va créer une nouvelle trame urbaine tout autour, différents des rues, des boulevards, des avenues, des maisons. Bref, on va avoir véritablement une urbanisation des lieux qui se fait. Alors, sur cette carte, c'est un peu plus visible. Donc, on voit l'étendue des bassins portuaires. Donc, une fois qu'ils ont été terminés, donc le bassin de l'Attaque, il ne porte plus son nom. Désormais, il se trouvait au niveau du bassin de la gare maritime. Donc, le mot Attaque disparaît du paysage. Et on a le bassin national qui est créé aussi fin 1869. Et tout autour, ce qu'on va appeler la trame Mirès. Donc la trame Mirès, c'est une trame d'urbanisme qui projette de faire construire des logements, non pas pour les riches marseillais, parce que ceux-là, les prestations qui étaient proposées étaient bien en deçà de ce qu'ils attendaient, mais pour des Marseillais des classes moyennes, des employés, des artisans, des professions libérales qui pourraient accéder à la propriété, enfin du moins à la location, plus ou moins, et pourquoi pas à la propriété pour les plus aisés d'entre eux, pour créer un rapport immobilier dans le quartier. Alors pourquoi je vous parle de rapport immobilier? Puisque jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale, le système de la copropriété n'existait pas. Un immeuble, un propriétaire. Donc du coup, l'idée, c'est que des riches propriétaires fassent construire des immeubles et qu'après, ils les mettent en location. Et ça ne va pas du tout plaire aux élites marseillaises. Et ça ne leur a jamais plu d'ailleurs qu'on crée des nouveaux quartiers. Parce que d'aussi loin que j'ai pu remonter sous Louis XIV, dès qu'il est question de créer un nouveau quartier, il y a un retour sur soi des élites qui sont possédantes, qui possèdent des biens fonciers, qui les ont à la location, qui ont peur que les Marseillais délaissent leur logement pour aller vivre dans les nouveaux quartiers et qui freinent tout ce qu'ils savent pour que ces nouveaux quartiers ne soient pas créés. Et ça ne va pas louper. Ça va être également le cas dans le nord de la ville. Leur opportunité, c'est que Gilles Mirès, qui était le financeur des travaux, va être mis en examen pour escroquerie, qui sera blanchi. C'était vraiment quelque chose qui visait à le déstabiliser et qui réussira, puisque la trame Mirès ne verra jamais le jour. Et en lieu et place, qu'est-ce qui est apparu? Eh bien, des entrepôts, des hangars et des usines qui appartenaient aux grands négociants marseillais. Voilà comment la boucle est bouclée. Et donc finalement, on a un quartier qui aurait dû devenir un quartier de logement, mais qui n'arrangeait pas, cette vocation n'arrangeait pas les élites qui étaient gouvernantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une chose, c'est que les grands négociants avaient le pouvoir de la chambre de commerce qui gérait les bassins portuaires. Et donc quelque part, c'était le pouvoir économique de la ville. Et donc finalement, ils ont un peu fait ce qui les arrangeait dans ce quartier-là. Et la situation politique aussi aidant, ça leur a permis de faire de cette zone, d'abord de la Joliette, qui était une zone agricole, parce que la Joliette, le nom de la Joliette vient du nom d'une propriété qui se trouvait au pied des remparts, et puis d'Arinques, et puis en fait de la zone, finalement, toute la zone du port qui va être urbanisée. Alors, je choisis deux cas à vous présenter. Le premier, c'est la Belle de Mai. Et le deuxième qu'on voit ici, ce sont les Crottes. Alors, leur point commun, très clairement, c'est que les usines, les manufactures, les fabriques vont se développer
dans ces quartiers, pour une raison qui est celle de la proximité avec les moyens de transport, exactement. Navigation ou ferroviaire, puisqu'en 1848, on va le voir aussi, le train arrive à Marseille, via Avignon, la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, et on a une desserte directe de chemin de fer avec le quai du port. Et donc, les usines qui s'installent dans le périmètre, elles vont avoir tout à gagner à s'y installer parce qu'elles vont pouvoir acheminer plus rapidement leurs matières premières et réacheminer encore plus rapidement, réexporter, si vous préférez, à travers la France, mais aussi l'Europe et le monde via le port de commerce, les marchandises qu'elles auront produites. Donc ce sont des lieux stratégiques. Et c'est pour ces raisons que dans ces quartiers, on va, au-delà aussi également, hein, n'oubliez pas de la présence de l'eau et des fonciers disponibles aussi, on va avoir une implantation massive d'usines. Alors, j'ai choisi de vous montrer donc, cette carte, et puis au niveau des crottes, alors ça c'est une photo qui date de 1950, donc là on se trouve au niveau de Capitaine Gèze, le métro Capitaine Gèze est plus ou moins ici. Et donc là en fait au niveau des crottes, au 19e on avait déjà des chantiers navals ici. Alors les plus affûtés d'entre vous auront reconnu les chantiers navals Freycinet, avec la halle Slimani qui existe toujours. Ici, tout ce quartier-là a complètement été modifié. Aujourd'hui, on y trouve le nouveau quartier, les fabriques, l'écoquartier, et Smartsey qui est ici. Et donc tout ça qui fait partie de la zone aujourd'hui Euroméditerranée 2, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Au loin, la zone du Canet, dont on va reparler, la gare du Canet, de fret du Canet, dont on va reparler. Alors, le fait qu'il y ait des usines qui s'installent dans le nord, ça va créer, si vous préférez, ce qu'on appellerait aujourd'hui des clusters industriels, qui vont pousser d'autres entreprises à aller s'installer dans la zone où se trouvent déjà des usines. Et c'est ainsi, alors j'ai choisi l'exemple qui est assez révélateur de ce qui s'est passé dans les quartiers nord, des huileries Roca Tassi de Roux. Alors comme ça vous parlera peut-être pas. Maintenant, si je vous dis végétaline, je pense que ça parlera à tout le monde, puisque le brevet de la végétaline a été déposé par la société Roca Tassi de Roux. Et donc c'était des usines qui se trouvaient à la Caplette, qui étaient en location à Caplette et qui vont être délocalisées aux crottes. Donc là, pareil, ici on est à alors l'usine La Théodora est là. Donc ici on a le métro Capitaine Gèze en fait aujourd'hui. Et donc tout ça, tout ce que vous voyez ici, c'est le site industriel de l'usine qui va être un fleuron de l'industrie marseillaise, véritablement. Donc déjà la végétaline qui est connue à travers le monde encore aujourd'hui, mais au-delà de ça, on va produire des savons, notamment les savons qui sont commercialisés sous la marque Latour ou le Pigeon Voyageur. On va ensuite produire différentes huiles, donc des huiles d'arachide à la Théodora par exemple, raffinées ou pas, et surtout des huiles qui vont servir à alimenter d'autres savonneries et d'autres fabriques de bougies, puisqu'on fabrique aussi à partir de corps gras les bougies. Et c'est comme ça qu'on va avoir des savonneries, des huileries qui vont être autour, qui vont s'approvisionner dans finalement leurs voisins. Et on va avoir tout un écosystème d'huileries, savonneries, fabriques de bougies qui va se créer dans ce périmètre et qui va vivre vraiment en corrélation, ce qui ne sera pas sans poser problème. On le verra au XXe siècle, quand certaines d'entre elles connaîtront la crise, même toutes. Mais en attendant, donc, on a finalement un écosystème industriel qui va se créer. Alors, j'ai choisi le cas des huileries, des savonneries, mais il y avait d'autres fleurons de l'industrie locale. Les chantiers navals dont je vous parlais tout à l'heure, c'était aussi un fleuron de l'industrie locale. Et donc, on a un quartier des Crottes qui, subséquemment à l'ouverture des bassins portuaires, va se développer. Et ça ne va pas se faire sans mal. Je vous parlais des Bastides disparues. Là, j'ai choisi de vous montrer le cas de la Floride. La Floride qu'on voit sur cette photo qui date donc des années 50, qui avait été prise pour la revue Marseille, qui au passage est très intéressante parce qu'elle témoigne en fait de l'art de la Bastide. Une Bastide, à la base, c'est pas du tout un lieu ostentatoire. En Provence, on a plutôt tendance à avoir une architecture assez sobre à l'extérieur et à tout miser sur l'intérieur. C'est le propre de la Bastide marseillaise, enfin provençale, on va dire. Souvent, cette architecture-là, très sobre, avec des fenêtres, des volets, pas de sculpture sur l'extérieur, pas de choses ostentatoires. Quelque chose de très simple, par contre, dedans, on va trouver de très beaux meubles, des meubles massifs, des tapis, des boiseries, bref, des gypseries en l'occurrence même, des décorations très riches et très abondantes.
Alors donc cette Floride, pourquoi je vous en parle? Parce qu'elle a été déjà morcelée une première fois quand on a créé le chemin de fer. Donc il y a la ligne de chemin de fer qui l'a coupée en deux, au nord. Et ensuite, quand on a ouvert l'autoroute nord à la fin des années 40, on l'a encore amputée d'une de ses parties, ce qui fait que elle a été finalement, elle s'est réduite à peau de chagrin. Après la guerre, donc il y avait un lycée technique qui a été installé, qui a grossi, et du coup on a rasé la Bastide pour construire le lycée technique, qui existe toujours, c'est le lycée technique de la Floride, qui se trouve donc aux Arnavaux. Le train va être une révolution. En plus du port de commerce, il va venir rajouter, désenclaver la ville de Marseille, voire désenclaver le nord de la ville. Et le quartier de l'Estac en est un bon exemple. Cette zone qui vivait de la pêche, mais également un peu de l'agriculture, on trouvait aussi quelques fabriques de tuiles, puisqu'on est sur un bassin argileux, tuiles, briques, mais qui était quand même à petite échelle, va voir le train arriver et, en 1851, la gare se construire, et finalement, attirer les négociants, les industriels, qui vont voir du foncier disponible, là encore, qui vont voir l'accès au port, parce que l'Estac est en bord de mer et qu'elle bénéficie d'un accès à la mer, l'accès aussi au chemin de fer, et qui vont investir les lieux. Et c'est à partir de là que va donc se créer dans ce qu'on appelle le bassin de Séon, qui regroupe donc l'Estac, Saint-Henri et Saint-André, énormément d'usines. Alors je vous parle des briqueteries, mais j'aurais aussi pu évoquer les produits chimiques, qui sont restés d'ailleurs pendant longtemps. Et ces briqueteries, justement, qui étaient de petite taille, vont, avec les progrès de l'industrie, notamment aussi le progrès technique, la vapeur, pouvoir bénéficier des progrès techniques, se développer, donner lieu à de très grandes usines de tuiles, des usines dont la production était renommée à travers le monde. On l'a évoqué aussi lors des derniers Cafés Histoire, où justement on retrouve des tuiles de Marseille partout. Alors souvent, certains d'entre vous m'envoient des photos quand ils sont en voyage, alors qui en a retrouvé une au Mexique, qui en a retrouvé en Australie, et moi-même j'en ai vu en Géorgie et sur le bord de la mer Noire, en Bulgarie. Donc on a vraiment un commerce de la tuile qui est international et qui est fabriqué dans le bassin de Séon, et donc des industries qui vraiment se mettent à produire à très grande échelle. Pour produire, il faut bien des hommes. Ces hommes, il faut les loger. Et donc c'est comme ça que tout autour des usines vont se créer des habitats ouvriers. Et parmi ces habitats ouvriers, ces regroupements vont carrément donner naissance à des noyaux villageois. C'est le cas de la Cabucelle, qui tirerait son nom du domaine où il a été créé, qui appartenait à un monsieur Cabessel. C'est la thèse qui est retenue toujours par Alfred Sorel, qui a travaillé sur les banlieues marseillaises. Et donc la Cabucelle, elle va se créer dans le dynamisme des raffineries de sucre Saint-Louis, donc dont les bâtiments existent toujours. Ils sont derrière la mairie des 15-16e, derrière le parc François Billoux, sur la rue de Lyon. Et donc on va avoir des ouvriers qui vont venir s'implanter là, et pas n'importe quel ouvrier. Le 19e va attirer une main-d'œuvre étrangère énorme, parce que Marseille est dynamique, parce que Marseille se développe. Alors je ne vais pas revenir, parce que je vous en ai déjà pas mal parlé de l'histoire de l'immigration et des migrants, mais on a une forte poussée d'Italiens qui va arriver, qui arrive déjà depuis le 17e, voire même avant, 16e, 17e, 18e, et au 19e, c'est encore plus massif. Et ces Italiens, ils vont aller travailler dans les usines, là où on leur donne du travail finalement, qu'ils viennent chercher, c'est pour ça qu'ils viennent à Marseille, et ils vont créer, donc ils vont s'installer dans ces noyaux villageois qui vont donc prendre des colorations italiennes. Et à tel point que le cimetière des Crottes, qui se trouve donc en contrebas de la Cabucelle, sera surnommé le cimetière des Italiens. Le cimetière des Crottes, c'est celui qu'on a redécouvert quand on a creusé le métro Capitaine Gesse, la station. Voilà, c'est celui-là. Et donc, cette Cabucelle, à la base, c'était juste un morceau des Crottes qui a gagné son indépendance en 1869. On y a érigé une paroisse, Saint-Trophime, et du coup, la Cabucelle est devenue un quartier à part entière. Donc on a des propriétaires privés qui vont faire bâtir des immeubles de rapport, qui vont louer à des ouvriers, mais on a aussi, grâce à la loi Paul Strauss de 1703 sur l'habitat social, la possibilité pour les communes d'investir dans le logement social, la création de ce qu'on appelle les HBM, habitations bon marché, qui vont être construits au nord de Marseille, notamment les HBM Paul Strauss, qui se trouvent au chemin de Gibes, donc au-dessus du cimetière du Canet,
Et CHBM, donc on le voit, ils sont labellisés patrimoine du XXe siècle parce qu'ils ont quand même une très belle architecture. Et ils vont abriter une population ouvrière qui travaille dans le quartier. Puisque c'est vraiment un quartier qui est sous tension au niveau du logement. Et donc on construit pour loger les ouvriers. Et c'est comme ça que le nord de Marseille, au-delà de la création d'usines, va aussi prendre une teinte ouvrière, puisque du coup, on va loger à proximité de leur lieu de travail les ouvriers. Le fait qu'il y ait du foncier disponible ne va pas échapper à l'armée non plus. Et pendant la Première Guerre mondiale, celle-ci va ouvrir différents camps dans le nord de Marseille. Certains qui existent toujours, c'est le cas du camp de Sainte-Marthe que je vous montre ici, qui a longtemps été un camp de transit, donc pour les militaires avant de partir en campagne, ou encore le camp de la Delorme, qui a disparu aujourd'hui, ou encore le dernier des camps, enfin un des camps sur lequel je peux parler, c'est le camp Odo. Alors ce camp Odo, il était difficile pour moi de ne pas vous parler de son histoire, au-delà du fait qu'il a été un camp militaire à partir de 1915. Il est surtout connu à Marseille pour avoir abrité entre 1922 et 1927 les réfugiés arméniens, donc qui ont été victimes d'un génocide en 1915 de la part de l'État turc, qui se sont réfugiés après le génocide bon an, mal an dans les pays limitrophes, en attendant que les nations européennes prennent une décision et créent un État arménien, ce qui ne sera jamais le cas. Et dans les années 20, la crise aidant et voyant que ces personnes deviennent apatrides, je vous simplifie le sujet, mais en gros, dans les années 20, il y a une très forte diaspora qui se fait arménienne. Donc, direction l'Europe, beaucoup l'Amérique du Sud aussi, mais une grande partie qui s'arrête à Marseille. Et ces Arméniens, il faut les loger. Et c'est des personnes qui sont souvent sans ressources, qui sont apatrides, donc sans carte d'identité, sans papier. Et donc on va les loger comme on peut en ouvrant des camps de transit. Et c'est le cas du camp Odo. Donc les baraquements que vous voyez, qui étaient des baraquements militaires transitoires, vont devenir des habitations pérennes pendant 5 ans pour des réfugiés arméniens qui vont y être logés. Ça va véritablement fonctionner comme un village. Il y aura une église, une école. Véritablement, ça marchait dans un camp. Celui qui pouvait payer un loyer modique le payait. Celui qui ne pouvait pas, il était hébergé. Et au fur et à mesure, surtout, les gens qui vivaient au camp Odo, ils cherchaient à s'employer dans les usines autour pour sortir du camp et louer leur propre logement. Et une grande partie d'ailleurs des Arméniens qui vont arriver par Marseille vont travailler dans les bassins miniers notamment, tout autour de Marseille, notamment le bassin de Gardanne ou Agréasque, où là carrément on a des cités ouvrières où ces Arméniens vont devenir majoritaires. Et le fait est qu'à Gardanne comme Agréasque, on trouve par exemple des cités qui sont surnommées les cités saloniques, en référence à l'origine des ouvriers qui venaient. Donc Salonique aujourd'hui en Grèce, mais où il y avait une forte diaspora d'Arménie qui était venue. Ce camp Odo, pareil, n'en cherchez pas la trace. La gare du Canet a été construite à son emplacement. On a le boulevard du Capitaine Gess, quand il a été créé après-guerre, l'a coupé. Il a complètement disparu. Il n'y a rien qui témoigne de son existence, si ce n'est les mémoires des gens qui sont héritiers de la diaspora arménienne, ou encore l'association Web Aram, qui se trouve à Saint-Jérôme et qui conserve la mémoire des Arméniens de la diaspora arménienne à Marseille et qui régulièrement rappelle l'existence de ce camp. Au-delà du camp, des camps, des usines, le port continue son extension. Je vous l'ai dit, ça a duré jusqu'en 1976. Et entre 1909 et 1912, on va avoir tout ce qui est aménagé vers le cap Jeannet, entre Cap Pinède et Cap Jeannet, avec, on le voit, finalement des zones où l'urbanisation a poussé. Donc là, vous vous rappelez de la carte que je vous ai montrée au début où la zone était vide. Donc là, c'est une carte qui date de 1918, qui est tirée de l'indicateur marseillais. Et donc on a des quartiers qui se sont urbanisés, créés, c'est le cas de la Villette, dont je vous parlais tout à l'heure, des quartiers qui sont en cours, soit de lotissement, soit qui ont des grandes emprises. Par exemple, là on voit les ateliers Fraissinet dont je vous parlais tout à l'heure, que je vous ai montré, les chantiers navals à Al-Slimani, c'était ici. Et on voit qu'il y a des... Donc ça c'est la Cabucelle, donc on voit des poches de logement et donc une urbanisation qui pousse avec le port de commerce le long de la côte. Ce qui est intéressant, on va reprendre le cas de la Madragueville, c'est que là encore, comme ça s'était passé à l'Attaque, on va reproduire la même chose à la Madragueville avec donc c'est la diapo que je vous ai montrée tout à l'heure, avec le port et une roche, en fait, un enrochement et des petites barques de pêche
qui va être complètement transformé pour donner lieu au port de commerce et finalement à la création même d'un mall qui est dédié aux abattoirs. Alors, l'arrière-petite-fille d'exportateur de viande sur pied, de bêtes et de céréales ne pouvait pas passer outre ça, parce que c'est un peu inscrit aussi dans mon histoire familiale. D'ailleurs, je l'ai découvert en travaillant sur le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris, donc je savais que les bêtes arrivaient sur pied à Marseille, donc elles étaient envoyées depuis le Maroc ou l'Algérie sur pied dans des bateaux, et donc elles arrivaient vivantes, et on va créer donc sur cette surface portuaire des malls qui vont leur être réservés, ou des parcs à bestiaux. Et on ne choisit pas de les installer au hasard, c'est-à-dire qu'en 1890, on a créé à Marseille les abattoirs de Saint-Louis. Là aussi, de très beaux vestiges que je vous invite à aller voir. On trouve aujourd'hui l'école de la deuxième chance à l'intérieur. Donc ça, c'est sur la place principale. Et là, c'est un des bâtiments qui abrite le CNAM, je crois. Oui. Et là, c'est une vue qui date des années 50, qui est issue des archives municipales de Marseille. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'on crée à nouveau un écosystème. Alors là, dédié à la boucherie. Mais également, finalement, à l'agriculture, puisque je vous le disais, ils exportaient beaucoup de céréales aussi, depuis l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et du coup, tout ça arrivait dans les zones de commerce, était stocké, et ça va donner lieu notamment à la création de silos. Le silo Panzani, enfin celui qu'on appelle le silo Panzani pour les Marseillais, aujourd'hui il porte un autre nom parce que c'est une autre semoulerie qui l'exploite, je crois, qui se trouve à la Madragueville, et donc qui témoigne finalement de l'origine de ces bâtiments. C'est ce dont je vous parlais pour la Madragueville. Voilà à quoi elle ressemblait en 1947. Donc ça, c'est une photo que j'ai partagée récemment sur les réseaux sociaux où j'avais expliqué justement, donc là-bas, le port de Marseille est ici. Là, on est à une période où tout le port a été reconstruit totalement après la guerre parce qu'il avait été détruit. Et le port de pêche ou le port de la Madragueville où finalement il y avait eu une cohabitation des pêcheurs et des navires de la marine marchande va être complètement supprimé et à la place donc on crée différents bassins. Alors le silo Panzani, il est ici. Voilà. Aujourd'hui, tout ça, ça a encore été modifié, ça a encore une autre physionomie. Néanmoins, vous voyez comment d'un port de pêche, on est passé à cette grande zone industrielle. Alors c'est véritablement une économie florissante qui se trouve sur le rivage de Marseille. J'ai choisi de vous montrer ce cas-là, toujours dans l'idée du cheminement patrimonial qu'on peut faire dans les quartiers nord. Alors là, avec le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui la station Alexandre, qui a été rénovée en 2014 par l'architecte Eric Castaldi, qui m'a d'ailleurs transmis cette photo que vous voyez quand j'ai réalisé le deuxième tome de Une histoire de Marseille en 90 lieux. C'est lui qui m'a fourni ces photos-là. Et donc ça, c'est avant, après, et ça, c'est surtout à l'époque où l'usine fonctionnait. Cette usine, elle s'appelait la Jeanne d'Arc. Elle avait été ouverte en 1911, donc au Canet. Là, on a le cimetière du Canet. Et la station Alexandre, elle est ici. Alors, vous entendrez souvent que c'était une ancienne gare de triage. Je n'en ai jamais trouvé la trace sur les plans de l'existence de voies ferrées, j'en ai jamais vu. Donc je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis juste que moi, de tous les documents que j'ai épluchés, et j'en ai épluché beaucoup, et je n'ai jamais trouvé la trace de voies ferrées qui passaient. Donc cette photo, elle date de 1931, et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de voie ferrée non plus. Voilà. Donc, a priori, la station Alexandre n'était qu'un entrepôt de l'usine, avec certes une structure de type Eiffel qui a été conservée. Pour compléter tout ce dispositif, au-delà du système portuaire, on va également créer la gare du Canet, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui est ici, qui est assez immense, et qui va être parallèle à la gare d'Arinques. Donc la gare d'Arinques, vous en avez entendu parler il n'y a pas longtemps, quand on a évoqué tout ce qui s'était passé en 1943 à Marseille, puisque c'est de la gare d'Arinques, donc d'ici, que sont partis les 782 juifs qui ont été raflés dans les quartiers lors de la rafle de l'opération Sultan en janvier 1943. Et donc, aucun n'est revenu. Et c'est depuis Arinques qu'ils sont partis. C'est aussi depuis Arinques que sont partis les gens qui ont été expulsés des vieux quartiers et ont transité au camp de Fréjus.
et c'est donc par la gare d'Arinques qui a été lourdement marquée par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ceci dit, à cette époque, ou à l'époque où la photo a été prise, on était en plein dedans, puisque c'est une photo qui date de 1943. Donc la gare du Canet, qui est ouverte entre 1933 et 1939, elle va à nouveau redynamiser la zone et donner une nouvelle impulsion à l'économie locale, qui fait que du coup il y a de nouvelles usines qui se créent, de nouvelles entreprises, puisqu'on augmente le raccordement et le désenclavement des lieux, et donc on a forcément un nord qui, comme vous le voyez, c'est hyper urbanisé. Là où avant on n'avait que des campagnes, on a une zone hyper urbanisée. Pour autant, l'agriculture n'est pas absente des quartiers nord. Elle n'a pas disparu dès qu'on a ouvert on va dire la boîte de Pandore du port de commerce. Enfin, dès que ça ne s'est pas fait comme ça. On a conservé un nord qui était agricole. Et j'ai voulu montrer ces photos parce que, alors ici, celle-ci, elle était intéressante de photo parce que la Bastide que vous voyez là, c'est la Floride, dont je vous parlais tout à l'heure, avec la voie ferrée et l'autoroute. Donc tous ces domaines qui appartenaient à la Floride. Donc on voit qu'il y a quand même des exploitations agricoles. Et là, si je vous dis où on est, je pense qu'il y en a pas mal qui ne me croiront pas. C'est la Rose. En 1957. La Rose, dans le 13e arrondissement. Donc, avec tout... Donc aujourd'hui, vous prenez la même photo, il y a des cités, des cités, des cités. Pourquoi j'ai choisi ces dates? Pour vous montrer en fait que simplement, l'agriculture est restée une dominante dans les quartiers nord jusqu'aux années 60, plus ou moins, qui est véritablement la phase de transition. Mais il y a encore d'ailleurs quelques, on va dire, espaces agricoles qui subsistent dans le nord de Marseille, pas beaucoup, mais il y a encore des petites poches agricoles dans le nord qui subsistent. Alors qu'auparavant, c'était plus que des poches, c'était des grands domaines. Et si, notamment, on avait du côté de la côte et du port de commerce énormément d'industrie, plus on avançait vers l'intérieur des terres, plus on restait agricole. Château-Gombert, pour reprendre cet exemple, est resté agricole très longtemps. La Rose aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va être bouleversé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette Seconde Guerre mondiale, elle va entamer des destructions dans la ville. Donc là, j'ai choisi de vous montrer une photo qui date de 1943, après la destruction des quartiers du port. On avait déjà détruit le quartier derrière la Bourse. Au passage, on avait relogé tous les habitants dans les quartiers nord de Marseille et aussi à l'est, la cité La Gardanne notamment, qui est à l'entrée de l'autoroute Est, au niveau de l'échangeur Florian, donc qui a été construit et qui a abrité notamment des gens qui habitaient le quartier derrière la Bourse, qui a été détruit entre 1912 et 1937, puis les quartiers du port qui ont été complètement rasés, il fallait bien reloger les habitants, et vous rajoutez à ça les gens dont les immeubles ont été bombardés, puisque Marseille a été dynamité pour le quartier du port en février 1943, mais elle a été aussi bombardée en mai 1940 par les Italiens, puis par les Allemands, et en juin aussi 1940, et en mai 1944 par les Alliés, puis elle a connu énormément de destruction. Donc on a des gens qui perdent leur logement pendant ces bombardements. Au-delà de ça, depuis la fin du 19e, subséquemment à l'arrivée massive d'une main-d'œuvre étrangère, on a un problème de logement à Marseille. Donc la pression immobilière qui se fait sentir après la guerre vient se surajouter au problème de logement qui était préexistant. Je vous ai parlé, par exemple, sur les réseaux de l'enclos Gaffinel, qui se trouvait au Catalan, qui était des bidonvilles. On va trouver l'enclos Pessonnel, du côté de Camille-Pelletan, entre Camille-Pelletan et Arinques. On va également trouver des bidonvilles dans le nord de Marseille. Alors, j'ai choisi de vous montrer le cas du bidonville de Fontvert, qui a une histoire un peu particulière, qui est celle qu'à la base, c'était des jardins ouvriers, qui était aménagé sur cette parcelle qui appartenait au chemin de fer, qui avait été laissée à l'usage d'associations pour créer des jardins ouvriers. Et puis finalement, après la Seconde Guerre mondiale, ce sont des militaires algériens qui ont été démobilisés et qui attendent qu'on leur paye leur solde. Donc ils se sont battus, ils attendent qu'on les paye, mais ils n'ont pas de logement puisqu'ils sont démobilisés. Donc ils vont se loger bon an mal an là où ils vont pouvoir, en attendant, et ils vont trouver refuge dans ces cabanes de fortune qui, en attendant une paye qui ne vient pas, ils vont faire venir leur famille et on va créer un véritable bidonville sur la zone.
C'est pas le seul dans le nord de Marseille. On a la campagne Fenouille aussi. On en avait à Saint-Barthélemy, un peu plus bas à Saint-Barthélemy. Il y avait énormément d'enclos qui s'étaient créés, en fait, des maisons de fortune, de briques et de broc, pour loger finalement toutes les personnes qui étaient sans logement. On va trouver, devant l'urgence de cette situation, la ville va réagir dès les années 50 en boostant les constructions. On va avoir des cités de transit donc, qui vont servir souvent à trier les populations, dont notamment sur le bidonville de Fontvert en 1954. À la Paternelle aussi, il y en a un dans le nord de Marseille, mais pas que. On a des véritables quartiers qui vont être lotis dans les années 50. Je pense par exemple au quartier de Sainte-Marguerite, qui a vu les constructions se multiplier, à Mazargues, à Sainte-Anne aussi. Et on a finalement dans les quartiers nord, ça échappe pas aussi, à la Rose, on va avoir pas mal de constructions, aux Olives, à la fin des années 50, on va avoir véritablement une urbanisation qui va de pair aussi avec la création de nouveaux axes routiers, donc le raccordement finalement de quartiers, de zones qui vont être petit à petit incorporés à la ville de Marseille, et donc on a la création aussi dans les années 60 de la zone à urbaniser prioritaire numéro 1 qui concerne le Grand Saint-Barthélemy. Ceci dit, il y a un phénomène qui explique aussi l'urbanisation. Au-delà du mal logement des gens qui étaient dans des bidonvilles, il y a un phénomène qui va largement expliquer pourquoi on a bétonné le nord de Marseille, pourquoi on a construit énormément de cités sur cette zone. Donc, pour vous donner une idée là, de cette ZUP numéro 1, c'est Fontvert, Picon-Busserine, les Flamands, entre autres, parce qu'il y a d'autres, il y a le Mail qui est une copropriété. Bref, on a véritablement énormément d'ensembles qui vont sortir dans les années 60, 68, 70. Mais cet événement auquel la ville commençait à s'adapter, c'est l'arrivée des Français rapatriés d'Algérie. Alors, ce n'est pas un phénomène qui, d'un coup, en 62, il y a 1 million de personnes qui rentrent. Déjà en 56, le Maroc et la Tunisie avaient été sortis du protectorat français. Donc les ressortissants français qui vivent au Maroc et en Tunisie commencent à rentrer en métropole. Et une partie vient à Marseille. Parce que Marseille, vous le savez, c'est une ville qui est ensoleillée, qui pour certains d'entre eux leur rappelle leurs conditions de vie. Et donc du coup, avec une culture qui est méditerranéenne, et donc il y a pas mal de gens déjà du Maroc, d'Algérie, qui s'installent. Certains avaient aussi des liens avec la ville, des liens anciens. Et là, je pense par exemple aux gens qui faisaient justement du commerce, qui passaient par Marseille en tant que grand port. Et du coup, on a donc déjà dès 1956 une population qui cherche à se loger et qui commence déjà à créer une pression foncière supplémentaire sur la ville. Sauf qu'en 1962, c'est 120 000 rapatriés qui s'installent à Marseille. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le maire de Marseille ne veut pas en entendre parler. Ce n'est pas le seul, hein. Les communistes aussi ne voulaient pas en entendre parler, mais ça, on y reviendra. De faire ne s'arrête pas. Il veut les rejeter à la mer, il veut qu'ils aillent se rapatrier ailleurs. Il est vraiment... il tient des propos qui sont... Aujourd'hui, on ne pourrait plus tenir des propos comme ça, sans être taxé d'extrême. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour Defer, sa ville, elle est déjà en souffrance au niveau du logement, et rajouter 120 000 habitants, dont des enfants qu'il va falloir scolariser, dont des personnes à qui il va falloir trouver du travail, tout ça, c'est trop. Et donc, il n'en veut pas. Et donc, une des arguments qui est avancé quand on travaille sur l'histoire des grands ensembles qui se trouvent dans le nord de Marseille, c'est de dire il les a éloignés du centre-ville, comme ça, il les avait plus sous les yeux, il ne les voyait plus. Ça se tient, puisque quand on voit les grands ensembles qui ont été construits, un des premiers, alors pour le coup, ce n'était pas dans le nord, c'est à l'est, c'est la Rouguière. Effectivement, c'était à la Pomme, il n'y avait rien autour. On a logé les gens dans des tentes en attendant que les bâtiments soient livrés. Bon, ok, on les rejette à l'extérieur. Sauf que l'extérieur de Marseille, c'est vaste, à l'époque où Defer prend le pouvoir. Donc Defer, il a été maire de 1953 à 1986. Après, il y a eu Jean-Claude Gaudin, enfin, Robert Vigouroux, Jean-Claude Gaudin, donc pour vous faire le lignage. Donc, la mandature de Defer va accélérer le rythme des créations de cités HLM dans le Nord. Il y a une autre raison, qui est la même que celle qui motivait l'armée à s'installer dans le Nord, qui a motivé les entreprises aussi, c'est finalement, il y a du foncier disponible et il y a du travail. Puisque dans les années 60, on est en plein dans les 30 glorieuses,
le bassin d'emploi de Marseille, c'est le nord, là où se trouvent les grandes usines. Pour le coup, on va avoir donc ces cités qui sont construites. Alors, quand j'ai travaillé sur l'histoire, pour préparer ce café Histoire, je me disais, la question qui revenait souvent dans ma tête, c'était pourquoi le nord? Pourquoi on a choisi le nord de Marseille pour créer ces grands ensembles? Pourquoi, s'ils ne voulaient pas les voir, on aurait pu les disséminer tout autour, à l'extérieur de Marseille, hein. Il y a des quartiers comme Bonneveine, où il y avait des terres agricoles, donc du foncier disponible, à Volo, à Mazargues, un peu plus loin que Mazargues, du côté de Valmante, il y avait aussi des terrains, du côté du Cabot, du Redon, de Saint-Tron, voilà, il y avait d'ailleurs, il y a eu des constructions qui ont été faites, mais surtout des copropriétés. Mais pourquoi? La question qui était sous-jacente pour moi, c'est pourquoi on n'a pas mis des HLM de manière autant massive dans le nord que dans le sud que dans le nord. Alors bien sûr, le bassin de l'emploi, vous allez me répondre. Sauf que dans les années 50, Sainte-Anne était un quartier ouvrier. Alors oui, aujourd'hui, on est loin du compte. Mais dans les années 50, il y avait énormément d'usines. On avait des huileries, on avait des savonneries à Sainte-Anne. On avait des usines au Goudes, rappelez-vous. Alors elles ont fermé au 19e siècle. Mais en attendant, on avait un passé industriel dans le sud. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti comme ça. Donc, en l'occurrence, il y avait de l'emploi dans ces usines. Peut-être certains d'entre vous ont connu, à Sainte-Anne, il y avait les usines Chambourcy, qui étaient... Voilà. Donc, on avait des centres d'emploi, des bassins d'emploi dans le sud. Tout n'était pas dans le nord. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, on les loge dans le nord, comme ça, ils sont à côté des usines, donc ils pourront travailler. Mais pourquoi on ne construit pas aussi abondamment dans le sud, où il y a aussi finalement du travail et du foncier? Donc c'est la question que je me posais, c'est ce qui a été fil rouge. Et je l'ai posé cette question. À chaque fois que j'allais à des conférences, des colloques, que je rencontrais des politiques, je posais cette question. Et à chaque fois, j'ai eu des réponses. Alors, on me sortait le bassin de l'emploi, mais j'arrivais pas. J'arrivais pas. Et puis un jour, il y a une personne qui m'a donné une piste. Cette piste, c'est la piste politique. Et vous allez comprendre, c'est assez éloquent. Il se trouve que les quartiers nord étaient un fief ouvrier. Au niveau politique, traditionnellement, l'ouvrier est à gauche, voire à l'extrême gauche, et notamment, on avait énormément de communistes dans le nord de Marseille. Les quartiers nord sont restés un bastion communiste très longtemps d'ailleurs. Et donc, l'idée, c'est que quelque part, on dise que la mandature de fer, alors qui était officiellement à gauche, chacun s'en fera son avis, donc était opposé aux communistes au niveau électoral, puisqu'ils leur prenaient des voix. Et donc l'idée, c'est d'aller mettre sur les terres des communistes, quelque part, des gens qui ne leur étaient pas favorables. Et c'était le cas de qui? C'était le cas des rapatriés. Et pourquoi? Parce que quand les rapatriés sont arrivés à Marseille, leurs premiers opposants, c'était les communistes. Ils considéraient que les rapatriés étaient, et là j'emploie leurs mots, des colons qui avaient fait suer le burnous. Donc ça veut dire qui avaient exploité des Maghrébins pendant des siècles, pendant des centaines d'années, parce qu'en l'occurrence la conquête de l'Algérie c'est 1830-1840, et donc que les colons français qui étaient arrivés en Algérie, qui avaient pris des terres, qui les avaient exploitées, et qui finalement avaient exploité les Maghrébins, méritaient bien ce qui leur arrivait, et que de toute manière, il fallait maintenant qu'ils payent pour avoir exploité la masse ouvrière. Et comment ils l'ont fait? C'est reconnu. Je vous invite à lire notamment les travaux de Jean-Jacques Jordi sur l'arrivée des rapatriés à Marseille, ou encore il y a énormément de choses qui ont été produites par des historiens locaux, où on voit que, par exemple, les dockers cassaient volontairement les cadres dans lesquels les rapatriés avaient leurs affaires. Ils les laissaient tomber au milieu de la mer ou sur les quais. Il y a énormément de biens qui ont été également volés sur les quais, qui appartenaient aux rapatriés. Bref, il y a eu vraiment une guerre souterraine qui a été menée contre les rapatriés. Le problème de tout ça, c'est que vous vous doutez bien que, comme dit l'expression, en 62, ceux qui sont revenus une main devant, une main derrière, parce que c'est l'expression qui est consacrée, voilà, ce n'étaient pas les riches colons qui avaient des propriétés. Ceux-là, ils s'étaient déjà mis à l'abri bien avant, ils avaient déjà protégé leurs capitaux, investi. Alors oui, ils ont perdu leurs terres. Ça, il ne faudra pas leur enlever. Mais en attendant, ils s'étaient déjà protégés, ils avaient déjà assuré leurs arrières.
pour la grande majorité. Il y a dû y avoir des cas isolés, mais la grande majorité ont acheté des domaines d'ailleurs vinicoles en France, qui a acheté une usine qui s'est réimplantée en France. Par contre, les petits fonctionnaires, les artisans, les ouvriers, eux, pour le coup, ils ont tout perdu quand ils sont partis. Et donc, ils sont arrivés dans une situation de crise à Marseille et ils se sont trouvés face à des communistes qui leur étaient totalement opposés et qui leur montraient bien qu'ils ne voulaient pas d'eux. Donc, résultat des courses, quand on implante une population dans un quartier où ils sont opposés politiquement, on se doute bien qu'ils ne vont pas voter pour eux. Et donc, peut-être, l'hypothèse qui est émise, c'est que, du coup, la mandature de fer, l'équipe municipale espérait bien que enlever des voix aux communistes, alors si ce n'est pour eux, parce qu'ils ne s'étaient pas montrés eux non plus très sympas avec les rapatriés, mais au moins ils leur enlevaient ces voix-là. L'autre hypothèse que je vais développer, et qui est sous-jacente, elle est un peu différente. Déjà, il faut se remettre dans le contexte de la création de ces HLM, donc habitation, loyer modéré. Quand les HLM sont construits dans les années 60-70, ce sont des immeubles qui bénéficient à l'intérieur, je parle bien de leur intérieur, de caractéristiques très modernes pour leur époque. Ils ont des salles de bain, ils ont des sanitaires. Souvent, ils ont de très grandes surfaces avec des grandes chambres. Il y a quelques bailleurs sociaux dans la salle, ils vous diront qu'aujourd'hui, des T4 de 120 mètres carrés dans le logement social, on n'en trouve plus. Des grandes baies vitrées. C'est le cas, par exemple, de la cité des Oliviers. Alors là, c'est le cas. En l'occurrence, là, je peux en témoigner, puisque dans une partie de ma famille par alliance, on m'expliquait que quand ils étaient arrivés d'Algérie, on leur avait attribué ce logement et qu'ils étaient super contents d'être aux Oliviers, qu'il y avait tout ce qui était le confort moderne. Tapez les Oliviers maintenant sur Google. Moi, la première chose qui m'est sortie, c'est première plateforme de stupéfiants de Marseille. Donc, et ma grand-mère, quand elle me racontait en fait que cette partie de la famille avait bénéficié des HLM, elle me disait toujours ils étaient très contents, l'appartement était magnifique, c'était baigné de lumière, c'était magnifique. Donc, quand je suis allée voir les Oliviers, j'ai eu un peu du mal. Et en fait, j'ai compris, en travaillant sur le sujet, quand les cités ont été créées, il y avait une mixité qui était établie à l'intérieur. Une mixité sociale, une mixité ethnique. Donc on allait trouver des fonctionnaires, des petits cadres, des petits employés, des gens qui avaient des revenus modestes et qui étaient censés habiter là de manière transitoire en attendant de pouvoir se loger avec un loyer plus onéreux ailleurs. Le HLM, par définition, n'était pas un lieu où on allait se stabiliser. C'était un lieu où, en période de coup dur, en période où on débutait dans la vie, on avait besoin d'un coup de pouce et donc les HLM étaient là pour aider. Et ça s'est effectivement passé comme ça. Quand on regarde l'évolution, une grande partie des gens qui ont habité, les premiers habitants des HLM, aujourd'hui, il en reste très peu dans ces cités. Et ce n'est pas parce qu'elles ont choisi de partir, parce que la violence, parce que la drogue, parce que tout ce que vous voulez, non. C'est parce que ce sont des gens qui sont restés 5, 10 ans et puis qui ont réussi à avoir une situation. Au passage, le chômage des rapatriés, en 10 ans, il n'y en avait plus, c'était résorbé. Et ils sont partis. Ils sont partis vers ailleurs. Mais le problème de... Alors, pour en revenir à pourquoi c'est intéressant de travailler aussi par rapport à la mandature de fer sur ces logements. Donc, c'était des logements qui avaient tout le confort moderne. Les Marseillais qui habitaient dans le centre-ville, j'ai eu beaucoup de ces témoignages sur les réseaux sociaux où on me disait « Mais nous, on voulait aller habiter dans la HLM des quartiers nord parce que nous, on n'avait pas de salle de bain, on partageait les toilettes, ou on avait des toilettes dans la cour. Et puis c'était vieux, alors qu'eux, c'était tout neuf, c'était tout propre, il y avait le confort, on voulait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens, ils vont aller en mairie, ils vont demander des logements sociaux. Ils vont déposer des dossiers. Et on va leur attribuer. Et on ne nourrit pas la main qui vous nourrit. On ne mord pas la main qui vous nourrit, exactement. Vous tirez vos propres conclusions. Donc, du coup, on a un paysage qui est plus ou moins, du coup, énormément de logements sociaux dans ce paysage-là, mais avec du progrès et avec des habitations qui répondent finalement aux critères d'habitation moderne. Alors oui, il y a des cités qui ont une architecture, on ne va pas se cacher, horrible. C'est des briques, pour en citer quelques-unes du côté de Saint-Henri notamment, c'est horrible à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y avait ce confort. Alors oui, ça a mal vieilli parce que ça a souvent été fait à la hâte.
et parce qu'il fallait loger, donc on a construit à tour de bras sans forcément regarder les détails. Mais en attendant, il y avait ce confort qui était offert à l'intérieur pour pas mal des constructions qui ont été faites dans les années 60, début 70. Je ne parle pas après, hein, on est vraiment 60-70. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que l'industrie marseillaise, elle faisait venir énormément de main-d'œuvre, des gens qui ont logé, beaucoup, il y a eu des vagues d'immigration successives, et dans les années 60-70, 80, on allait chercher de la main-d'œuvre en Algérie, au Maghreb, et cette main-d'œuvre, souvent, on l'a logée autour des usines où on travaillait. Je vous parlais du renouvellement des populations. Du coup, quand un partait, un logement se libérait et on installait une nouvelle famille. Et, sauf que comme la dominante des nouvelles familles était maghrébine, on va arriver à des concentrations ethniques. Et donc, la mixité qui existait à la base dans ces cités disparaît petit à petit. Ce qui va se passer, c'est que dans les années 70, 2 crises mondiales de poids vont avoir lieu, en 73 et en 79, et l'industrie marseillaise ne va pas réussir à se relever. Soit les propriétaires d'usines qui appartenaient à des grandes familles marseillaises ne veulent pas s'ouvrir à l'extérieur, et donc finalement ils s'effondrent, parce qu'ils n'ont pas su se projeter, parce qu'ils n'ont pas su anticiper, parce qu'ils n'ont pas su gérer, parce qu'ils ont refusé d'accepter des capitaux étrangers. Soit ils sont rachetés par des grands groupes qui ferment les usines et qui les délocalisent ailleurs où la main-d'œuvre est moins chère. Soit ça ferme, et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup d'usines étaient intercommuniquées, vivaient les unes des autres, étaient interdépendantes. Et du coup, quand on a la fabrique d'huile qui se casse la figure, et après, l'huile qu'elle fournissait à la savonnerie, il faut qu'elle trouve un autre endroit où s'approvisionner. Sauf que c'est peut-être plus loin, c'est peut-être plus cher. Et puis il y a la crise, donc c'est compliqué. Donc allez, ça ferme. Et on va arriver à un état de crise à Marseille où la ville va perdre énormément d'habitants. Il faut savoir qu'à la veille des années 80, on frôlait le 1 million d'habitants à Marseille. Aujourd'hui, on est à 861 000. Il y a énormément de gens qui, suite aux crises, se sont retrouvés au chômage et donc ont dû partir vivre ailleurs, chercher du travail ailleurs, tout simplement. Le port faisait vivre une très grande partie de la ville. Et il faisait beaucoup vivre dans les quartiers nord. Il y avait une grosse main-d'œuvre ouvrière. Résultat des courses, là où on trouvait des usines, on va trouver des friches industrielles qui vont être récupérées par des entreprises, souvent de l'entreposage, du stockage, mais des usines qui ne vont pas employer beaucoup d'hommes, comme comparé à ce qui était engagé auparavant. Vous rajoutez à ça la mécanisation des process qui s'accroît, et du coup on a moins besoin de main-d'œuvre, donc moins besoin de travailleurs. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui se retrouvent au chômage, et si certains choisissent de partir, d'autres ne le peuvent pas, et restent dans ces quartiers. Ce qui va créer une paupérisation et une souffrance de ces quartiers nord de Marseille. Donc là, j'ai choisi de vous montrer, toujours on est sur le quartier des Crottes, du nord de Marseille, donc Capitaine Jazzy ici. Et donc, tout ce périmètre-là, et les périmètres au-dessus des arrondissements, là où on a énormément construit en plus, on crée finalement des poches de pauvreté qui vont s'accroître avec le temps. On va avoir une tentative de redynamisation. On va avoir la création de zones franches. Donc au Canet, sur la base littorale, là où on trouve notamment à Saint-Henri. Donc de redynamiser ces zones. Mais pareil, ces zones, finalement, on les redynamise en facilitant, en donnant à des entreprises des avantages fiscaux et sociaux, mais elles n'emploieront toujours pas assez de personnes qui vivent dans le périmètre pour redynamiser la zone de la manière dont ça l'était auparavant. Résultat des courses, il est arrivé ce qui est la situation qu'on vit aujourd'hui, sur lequel je ne m'appesantirai pas parce que vous n'avez qu'à ouvrir Google, la presse ou quoi que ce soit, pour savoir qu'aujourd'hui, le nord de Marseille, on en parle pour parler des trafics de stupéfiants, des meurtres qui sont liés, des faits divers qui existent, et finalement des solutions qu'ont trouvées certains pour vivre dans un bassin d'emploi qui était dévasté. Je ne fais pas de commentaires. Et surtout, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, parce que ça ne concerne qu'une minorité d'habitants, bien entendu. Ceci dit, c'est un élément qui explique aussi pourquoi aujourd'hui on a cette situation de crise
dans certains quartiers de la ville de Marseille. Alors nous voici arrivés au terme de cette intervention sur le nord de Marseille. On a pu voir que, à l'origine, au 16e, 17e, 18e, jusqu'au milieu du 19e, la zone était une zone qui vivait essentiellement de l'agriculture, où on avait construit de belles bastides, donc ces belles maisons de maître, qui vivaient aussi de la pêche, qui vivaient aussi du roulage, le transport logistique, que subséquemment à l'arrivée des eaux du canal de Marseille, la création du chemin de fer, la création du port de commerce, l'activité du Nord s'est complètement transformée, et que, de fait, on a eu un Nord qui s'est largement urbanisé, qui s'est industrialisé, et un Nord qui, dans les années 1970, 1980, 1990, a fait les frais des crises économiques qui ont sévi sur le plan mondial, qui a entraîné des problèmes économiques majeurs pour ces quartiers, mais également pour tout le reste de la ville, puisque, encore une fois, c'était véritablement un poumon économique local, et pas que local, aussi au niveau national. Donc ça a eu un très gros impact, et où on arrive à une situation où on a une tentative à partir de la fin des années 90 de redynamisation par l'installation des entreprises qui se solde par certaines réussites. Les zones franches ont attiré des entreprises. On a des initiatives qui ont vraiment porté leurs fruits. Aujourd'hui, la question qu'on peut poser, c'est quel avenir pour les quartiers nord? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, déjà, il y a le plan Euroméditerranée 2 qui est en train d'être qui a été mis en place dans le prolongement de la requalification de la Joliette et d'Arinque. Là, aujourd'hui, on s'occupe du quartier des Crottes, donc il s'arrête au niveau de Capitaine Gèze, de la gare du Canet pour la frontière nord, plus ou moins. Donc on a une transformation des anciennes friches industrielles en zones de résidence essentiellement. Donc on ne ramène pas forcément beaucoup d'emplois, puisque c'est du tertiaire avant tout qui va être là, et des commerces, mais on ramène de la vie. Donc c'est déjà ça. On a des tentatives aussi de création de logements un peu partout qui ne soient pas du HLM. On continue à construire du logement social, mais on construit aussi de la copropriété dans le nord de Marseille. Donc, il y a une tentative de mixage, on va dire, des populations, mais qui est pour l'instant en cours. Donc, on verra dans 20 ans, effectivement, quel bilan tirer. Mais à l'heure actuelle, c'est bien trop tôt. Aujourd'hui, on est juste à l'heure de l'espoir que ça change, l'espoir de voir que le nord de Marseille bénéficie d'un tissu associatif qui est très important, avec des habitants qui se mobilisent, qui veulent que leur quartier s'en sorte. Partout où je suis allée dans les nords de Marseille, j'ai rencontré des gens qui se bougeaient pour cette ville. Il y a véritablement des gens qui ont envie, qui le font savoir, qui travaillent. Si vous imaginez même pas le nombre d'associations culturelles qu'il y a dans le nord de Marseille, qui essayent de valoriser un lieu, qui essayent de valoriser une histoire d'émigration. C'est le cas de l'association Ancrage, la Cité des Arts de la Rue, qui propose des activités, mais qui également revalorise le patrimoine local. On a des associations qui vont travailler pour apprendre à nager aux enfants, le Grand Bleu. On a énormément d'initiatives citoyennes. Dans les cités, il y a des réseaux associatifs qui se mettent en place pour aider les habitants qui sont nécessiteux. Pendant le Covid, à Fond-Vert, ça, j'ai rencontré une habitante, je peux en témoigner, elle m'expliquait qu'ils faisaient le tour des appartements pour savoir qui avait besoin de quoi. Il y a vraiment une solidarité associative qui s'est mise en place avec des gens qui veulent changer l'image de leur Nord et montrer que le Nord, ça ne se limite pas à ce qu'on voit dans la presse. Et c'est ce que j'ai aussi tenté de faire ce soir. J'espère que cette balade virtuelle que je vous ai proposée vous donnera envie d'aller voir le patrimoine de ces quartiers, vous donnera envie d'aller au parc François-Billoux, d'aller voir les abattoirs, d'aller à la Viste monter, voir la vue sur le port, bref, de vous balader dans ces quartiers. En attendant, je vous remercie et je vous laisse la parole.